Une personne sur 4 souffre d'allergies respiratoires et 1 sur 3 de rhinite allergique. L'allergie est aujourd'hui considérée par l'OMS comme la 4e maladie la plus répandue dans le monde. L'allergie, finalement, c'est une suractivation du système immunitaire et en fait, il va aller attaquer un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas censé à la base être dangereux. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit, ravi de vous retrouver. Reprenez votre santé en main ce matin avec mon invité Loïc Ternisien, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Naturopathe, énergéticien, ingénieur, maître en prévention des risques environnementaux et tradithérapeute, praticien en homéopathie. Aussi, aujourd'hui. Voilà. Tout ça. Voilà, puis après, la fin, c'est créateur de niaiseries sur Internet. Mais ça, c'est vous qui l'avez dit, on l'a déjà dit. Mais à chaque fois, je m'en lasse pas. Bah oui, mais moi, je trouve que je garde un tout petit peu quand même de mon québécois, créateur de niaiseries. Je trouve que ça sonne bien, c'est drôle. Très québécois. Voilà, puis vous avez un programme de formation également pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est complet pour l'année 2024. Pour les naturopathes, oui, qui souhaitaient se former en 2024, c'est complet. Mais la liste d'attente est ouverte pour 2025. Il y a déjà plus de 120 naturopathes qui attendent. Donc voilà, ça va être un peu la course, mais ça va être super. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de collection chez J'ai lu. Alors, J'ai lu, ce sont les livres de poche. Alors, je ne sais pas si on dit directeur de collection. Non, je ne suis pas directeur de collection, je suis créateur de la collection. D'accord. C'est une sous-collection dans une collection qui s'appelle En finir naturellement avec 3 petits points. Et comme je le dis à la blague, c'est un petit peu ma collection de Martine à la plage, mes versions naturaux. Voilà, donc ça, c'est au prix du livre de poche, d'ailleurs, tout petit prix, 6,90. Et vous publiez. Alors, il y en a 2 qui viennent de sortir, les 2 premiers, ouais. En finir naturellement avec les troubles digestifs. Tiens, montrez-le comme ça. Ouais, il est là. Montrer à la caméra. Et en finir naturellement avec les allergies saisonnières. Qui est là. Voilà, qui est là. Je l'ai tout. Et ça tombe bien, on va parler des allergies, puisque c'est la saison. D'ailleurs, la saison s'allonge, des allergies. Ah bah oui, c'est normal. Avec le fait qu'il y ait moins d'hiver et qu'il fasse un petit peu plus doux, les pollens sont là un petit peu plus tôt et ils repartent un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est logique. Et alors, vous maintenant qui habitez à côté d'Annecy, les pollens, c'est comment ? Pour le moment, ça va super. Moi qui étais un très très gros allergique quand j'étais petit, là, j'ai clairement pas à me plaindre. C'est peut-être parce que je suis plus à Paris. C'est moins pollué. Il n'y a pas beaucoup d'allergies à Paris. Non, mais il y a beaucoup de polluants. Ouais. Donc, il y a beaucoup de polluants, ouais. Donc ça irrite un tout petit peu plus au niveau des poumons. Et donc moi, j'avais plus d'allergies à Paris que j'en ai dans mes montagnes. Alors oui, il faut révéler que vous avez été pendant très longtemps enfant allergique et asthmatique. Il faut dire que vous aviez une alimentation plutôt inflammatoire. Je vais pas citer de marque, mais disons que mon alimentation du petit déjeuner d'enfant jusqu'à jeune adulte, c'était un demi-bol de lait réchauffé au micro-ondes avec un demi-paquet de céréales industrielles. Chocopop. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça ressemblait à du chocopop. Ouais. C'est ça. Et une cuillère à soupe d'une pâte au chocolat très connue à chaque bouchée. Voilà, c'était pas sucré, pas gras du tout, c'était tout ce qu'il fallait pour ne pas du tout avoir d'allergie en fait. Et donc j'ai été c'était pas la seule cause, mais oui, j'ai été extrêmement allergique. Mais vous avez vu des spécialistes et personne, jusqu'à je sais pas quel âge, vous a dit changez votre alimentation. Ah mais mon allergologue se cassait le nez avec moi, il ne comprenait pas comment ça se faisait que je continuais à avoir des allergies à chaque moment où je changeais un tout petit peu d'environnement dans la région. Il suffisait juste que je déménage de 2 km et j'avais une stabilité j'ai fait la désensibilisation à l'époque, c'était des piqûres. Et donc dans la maison, ça allait bien. Je déménage 2 km après et là, c'était redevenu une catastrophe. Pourtant, il n'y avait que 2 km d'écart, donc les pollens étaient censés être les mêmes. Et je me souviens, à un moment, il a lâché prise. Je pense qu'il est à la retraite maintenant, mais vraiment, je le revois en train de dire... Comment ça se fait qu'il ne se passe rien ? Et on ne m'a jamais dit de changer mon hygiène de vie. Mais les allergologues sont aussi des enquêteurs. Oui, et d'ailleurs il m'a suivi, il m'a aidé pendant très longtemps. Mais c'est vrai qu'à un moment, je le revois démuni de se dire qu'est-ce qu'on va faire de lui, le pauvre, quoi. Et c'est en changeant mes habitudes que je me suis rendu compte que, tiens, il y a moins d'allergies. Et la première chose que vous changez et pour laquelle vous constatez quand même beaucoup de changements, c'est quand vous avez arrêté de boire du lait. Ah ouais, là ça a été le jour et la nuit. Déjà, j'ai eu une réduction de quasiment 50% de mes symptômes par l'arrêt de la consommation de lait qui, dans certains dires, est pro-inflammatoire, dans d'autres, ça laisse à désirer, ça dépend des études de toute manière, on fait dire un petit peu ce qu'on veut finalement aux études, mais on sait que le produit laitier va avoir une influence au niveau du microbiote qui peut influencer le système immunitaire. Et chez pas mal de personnes, on le constate que l'arrêt des produits laitiers ou de minimiser à des produits laitiers de petits animaux, en fait, améliore la santé du système immunitaire,
l'équilibre du système immunitaire et finalement il va combattre contre les bonnes choses. Parce qu'il faut rappeler que l'allergie finalement c'est une suractivation du système immunitaire et en fait il va aller attaquer un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas censé à la base être dangereux. Mais pourtant, c'est quoi? C'est un système de défense. Bien entendu. En fait, début, à la base, c'est un système de défense. Il y a des théories qui nous expliquent que c'est une partie de notre système immunitaire qui, avant, servait à attaquer certains agents pathogènes que aujourd'hui, dans notre alimentation, nous n'avons plus parce que notre eau est bien stérilisée, notre eau est propre, il n'y a pas d'agents pathogènes à l'intérieur, notre nourriture est de meilleure qualité, mais comme certains disent que c'est notre système immunitaire qui s'ennuie et qui finalement il va essayer d'aller attaquer ce qui passe par là. Ça fait partie de certaines théories d'explication de cette hyper-excitabilité du système immunitaire contre des agents qui ne sont pas censés être dangereux. Alors, le naturopathe n'est pas un médecin allopathique. Est-ce qu'il a une approche spécifique de l'allergie? Alors, le naturopathe doit... pour tout, mais pour l'allergie encore plus, travailler vraiment avec l'allergologue et le médecin. Parce qu'il y a l'allergie, donc l'allergie, les 2-3 petits éternuements, etc. Ça, le naturopathe va travailler sur le terrain et moins sur les symptômes. On va vraiment travailler sur le terrain de manière à ce que les symptômes n'arrivent pas. Par contre, l'allergie, elle va avoir plusieurs grades. Elle peut monter jusqu'à l'asthme. L'asthme, c'est un danger vital. C'est-à-dire que en tant que naturopathe, on ne donne pas 3 granules, on ne donne pas des plantes à quelqu'un qui est en pleine crise d'asthme. Ça, on appelle les pompiers, on appelle le médecin, mais on ne met jamais en danger la vie de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ancrer. C'est qu'en tant que naturo, nous, on va travailler sur le fond pour éviter que la crise d'asthme arrive ou pour éviter qu'elle soit aussi intense. On va éviter que les allergies arrivent. Mais on ne va pas faire en sorte d'empêcher quand on a quelque chose de grave comme ça et se prendre pour des super-héros, parce que là, on peut clairement mettre la vie de la personne en danger. Le naturopathe ne soigne pas. Non, sur le papier, il ne soigne pas. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. En fait, le naturopathe aide le corps, donne tous les outils au corps ou à son consultant, ou au corps de son consultant, pour que tout se remette en équilibre et tout fonctionne de manière normale. Recréer de l'harmonie finalement dans un corps qui a des symptômes et qui est dans une harmonie un petit peu douteuse. Le carnisien dans l'allergie, tout est une question de terrain. C'est quoi le terrain pour un naturopathe? Alors pour un naturopathe, le terrain, ça correspond un petit peu au terreau dans lequel on met une plante. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un bon vieux terrain sur lequel il y a eu une usine, et qu'on essaie de planter des plantes là, il y a de fortes chances pour que ça pousse mal. Eh bien, nous, ce qu'on va vouloir faire en tant que naturopathe, c'est aller regarder ce terrain-là qui manque peut-être un tout petit peu d'engrais, de nutriments, etc. Et on va aller le rééquilibrer pour avoir un beau terreau bien fertile sur lequel les plantes vont pousser. Et donc, nous, on travaille toujours sur ça. Le terrain, c'est la base. Le reste, c'est un peu la conséquence. Alors, l'allergie ne se déroule jamais au premier contact avec l'antigène? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, on se dirait qu'on a de l'allergie tout de suite. On est allergique tout de suite, donc finalement, on réagit tout de suite. Eh ben, pas du tout. En fait, la première fois que le système immunitaire rencontre cet agent-là, en gros, ils font un petit peu connaissance. Et là, ils commencent à se dire, ok, là, il y a un problème. Ils commencent à développer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du fonctionnement du système immunitaire, mais ils commencent à développer une mémoire de ce qu'il a rencontré en se disant, ça, c'est dangereux. Donc, la deuxième fois qu'il la rencontre, il n'a pas cette espèce de mémorisation et de mécanisme à mettre en place. Là, de suite, il reconnaît et de suite, il attaque et donc les symptômes arrivent. Donc, c'est à partir de la deuxième fois. C'est la deuxième fois où on rentre en contact avec un allergène que le corps va se mettre à réagir. Et est-ce qu'on a une idée de comment la machine immunitaire se dérègle ou pas du tout? Alors, c'est une question à laquelle, si on avait la réponse du pourquoi certaines personnes vont avoir des allergies et d'autres, eh bien, on le saurait. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Vous appelez ça les causes probables. Les causes probables, parce qu'on peut penser à la génétique. On sait que quelqu'un qui a 2 parents qui n'ont pas d'allergie aura 10% de chances d'être allergique. Quand on a 1 parent sur 2, on est à peu près à 30 à 50%. Quand c'est 2 parents, on est à plus que ça. Donc en fait, on a la génétique, on a la possibilité d'avoir des déséquilibres du microbiote, on a la possibilité d'avoir un déséquilibre de base du système immunitaire, on peut avoir des déséquilibres autres, d'autres types d'allergies au niveau digestif qui peuvent rebondir. Bref, il y a plein de causes probables. Nous, ce qu'on va regarder, c'est de se dire, ok, là, c'est déséquilibré. Donc, si c'est déséquilibré, on essaye d'aller regarder les différentes causes possibles
et d'aller rééquilibrer tout ça. Mais après, travailler sur l'équilibre. Sur le microbiote, alors on a établi le lien entre le microbiote et l'obésité récemment. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont étudié le lien entre le microbiote et les allergies ? Alors, il y a des études qui commencent à tendre pour montrer qu'il y a un lien entre les deux. Et de toute manière, on sait que le lien entre le microbiote et le système immunitaire, celui-là, il est fait, il est avéré. On sait qu'on a un système immunitaire au niveau du système digestif qui collabore avec le microbiote. Donc, de par ricochet, si on a un microbiote qui est altéré, on aura un système immunitaire dans la zone qui est altérée, donc ça vient agir ailleurs. Et si on peut aller même plus loin que ça, sur l'hyperperméabilité intestinale, cette espèce de manque de fonctionnement des intestins qui fait qu'il y a des molécules qui vont passer dans le système, dans le corps, dans le sang, qui ne sont pas censées être là. Le système immunitaire va réagir à ça aussi. Donc on peut avoir de l'inflammation. L'inflammation va augmenter les allergies, etc., etc., etc. Donc le lien microbiote, système immunitaire, donc lien microbiote-allergie, celui-là, il est assez évident. Et il y a de plus en plus d'études qui commencent à le montrer. Alors, une autre cause probable de la survenue d'allergies, dites-vous, serait que nous vivons dans des environnements trop propres, trop désinfectés. Oui, ça fait partie des théories. Et ça revient un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait que notre système immunitaire s'ennuierait. C'est-à-dire que comme on est tout le temps dans un environnement propre, eh bien, il est plus nécessairement entraîné et habitué à sans arrêt devoir se bagarrer ou se préparer à l'attaque d'agents autres pathogènes ou même de pollen, par exemple. Et du coup, le fait que ce soit trop aseptisé, on n'est pas en contact avec tout ça, dès qu'il le rencontre, il peut surréagir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut vivre les mains dans la terre Moi, ce que je dis... Pour les parents d'enfants, justement, qui... oui, moi, quand je dis, il n'y a pas besoin de regarder si loin que ça. J'étais le premier à avoir, et je suis pas si vieux, à avoir sans arrêt les mains dans la terre dans la bouche. Plus un enfant sera au contact de finalement tout ce qui l'entoure, plus il va avoir un microbiote qui va être renforcé, plus son système immunitaire va sans arrêt rencontrer des agents contre lesquels se battre, ou en tout cas développer des tolérances, plus le système immunitaire sera efficace, moins il est susceptible de développer des hypersensibilités, donc des allergies. Donc les hypersensibilités, ce sont des allergies, ce sont des... Oui, en fait, les allergies, il y a différents types d'allergies, donc différents types d'hypersensibilité. Ça dépend de quelle partie du système immunitaire est déréglée. Mais plus laissez vos enfants jouer dans la terre, s'il vous plaît. Laissez-les jouer dehors, déjà. Voilà, et mettre les doigts à la bouche. C'est ça. Voilà, on parle des allergies avec Loïc Ternisien ce matin, qui publie En finir naturellement avec les allergies saisonnières, avec une approche naturelle. Et comme vous êtes homéopathe, il y a quand même quelques granules. Ah, il y a quelques granules, c'est sûr. Il y a quand même quelques granules. On verra tout à l'heure, il y a des fiches d'ailleurs. Il y a plein de en fin de livre, si vous voulez vous soigner. Une personne sur 4 souffre d'allergies respiratoires et 1 sur 3 de rhinite allergique. L'allergie est aujourd'hui considérée par l'OMS comme la 4e maladie la plus répandue dans le monde. Et pourtant, un Français sur 2 considère que l'allergie n'est pas une vraie maladie. Mais pourtant, pour l'avoir vécu pendant des années, ça peut être clairement ultra handicapant d'avoir des allergies. Et souvent, on va juste résumer ça comme étant éternuer un tout petit peu ou avoir un petit peu les yeux rouges, mais non, chez certaines personnes, comme j'ai pu en faire partie, c'est handicapant. Moi, il m'arrivait à ne pas pouvoir sortir de l'après-midi tellement j'avais éternué le matin. Mon corps était épuisé, j'étais complètement HS. Donc, faut considérer que c'est un déséquilibre qui peut être complètement vivable et soft pour certaines personnes qui vont faire 2-3 éternuements de temps en temps. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Par contre, dès que ça commence à s'aggraver, on va voir son allergologue, on essaie de trouver la cause, parce que finalement, le meilleur moyen de ne pas avoir de symptômes allergiques, c'est d'éviter l'allergène. Et pourtant, on parle d'un délai de 7 ans entre le moment où quelqu'un va déclencher un symptôme et le moment où il est diagnostiqué. C'est quand même long. Ça fait presque une errance médicale, ça. En fait, ce qu'il y a, c'est comme certaines personnes ne vont pas savoir que c'est une allergie, donc vont commencer peut-être à investiguer ou à faire un parcours médical, et puis finalement on se rend compte que le diagnostic il tombe trop tard. Il y a des personnes qui vont pas chercher, donc c'est ce que je disais, il y a des personnes qui pour qui c'est normal, c'est pas grave, ils vont attendre en fait que les symptômes deviennent de plus en plus intenses pour aller consulter son médecin, puis aller voir un allergologue pour poser un diagnostic d'allergie et finalement trouver des solutions. C'est dommage, parce qu'en fait quand on s'y prend tôt, on peut travailler sur le terrain plus tôt et avoir une qualité de vie bien meilleure avant que ça dégénère. Vous avez été, vous, désensibilisé, par exemple ? Moi, j'ai eu le droit à la désensibilisation en intramusculaire, comme jadis. J'ai eu la désensibilisation sublinguale. Moi, j'ai fait tout le parcours, j'ai tout eu. Mais ça marchait très bien, en tout cas, quand je restais dans mon environnement.
Dès que je sortais. Donc, d'où l'intérêt quand même de faire le test. Les tests, oui, parce que ça nous permet de savoir. Et il n'y a qu'un allergologue qui peut nous prescrire et faire ces tests-là. Donc c'est important d'y aller, de savoir déjà à quoi on est allergique, parce que il y a des allergies croisées. Il y a des allergies au... Alors qu'est-ce qu'on appelle une allergie croisée ? Alors une allergie croisée, c'est par exemple on peut être allergique à certains pollens et finalement on retrouve une protéine qui est quasiment similaire dans un fruit ou dans un légume et on va avoir une allergie aussi aux fruits. On pense par exemple au latex et au kiwi. Il y a quelque chose qui se ressemble entre les deux et normalement quelqu'un qui est allergique au kiwi est aussi allergique au latex et inversement. Donc si on a possiblement une allergie croisée... Il n'y a pas beaucoup de pollen, non ? Non, il n'y a pas beaucoup de pollen, mais c'est pour donner un exemple d'allergie. Ouais. En fait, on est allergique à des protéines, donc, mais on peut avoir la même chose avec le bouleau et d'autres fruits, par exemple. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est important avec le bouleau. On nous dit souvent, oui, je ne peux pas prendre de tisane de bouleau parce que je suis allergique au pollen de bouleau. Théoriquement, dans la tisane, il n'y a que les feuilles, donc il n'y a pas de pollen. Donc normalement, quelqu'un qui est allergique au pollen de bouleau ne devrait pas faire de réaction à la feuille de bouleau qui est en infusion. Par principe de précaution, on dit toujours de faire attention, mais là, dans ce cas-là, on est dans l'inverse de l'allergie croisée, c'est-à-dire de se dire normalement, il n'y a pas de pollen sur les feuilles. Mais à part déménager, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, une fois qu'on le sait, qu'on a été voir son allergologue, qu'on a fait son parcours, première chose, c'est pour moi de changer, d'essayer d'ajuster son alimentation pour être le moins inflammatoire possible. L'inflammation, c'est déjà un déséquilibre du système immunitaire quand elle dégénère. Cette inflammation, quand on a les yeux rouges, quand on a le nez qui coule, quand on a du mal à respirer, quand on est tout rouge à force d'éternuer, il y a de l'inflammation. Donc la première chose, c'est d'essayer de la diminuer par l'alimentation. Donc en essayant de limiter pendant la période des allergies les produits laitiers, le gluten, les cacahuètes par exemple, qui sont pleins d'acide arachidonique, qui inflamment. On essaie de limiter le soja, voilà, certains de ces aliments-là. Que vous expliquez dans votre protocole, mais c'est vrai que c'est une forme d'alimentation non inflammatoire. Oui, c'est ça, c'est le principe de l'alimentation signalée, qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps. Alors signalée pour tout le monde. Oui, c'est un docteur français qui a développé une méthode alimentaire qui permet de rééquilibrer l'inflammation dans le corps. C'est une approche qui a bien été pillée depuis. Qui a bien été pillée. D'ailleurs, je l'ai même pillé moi-même parce que j'en parle dans mon livre. Mais c'est vrai que beaucoup le pillent et personne ne le cite. C'est ça, alors que c'est un des pionniers en termes de rééquilibrage du système immunitaire par l'alimentation et du microbiote. Et donc ça, c'est peut-être la première piste. La deuxième piste, c'est de travailler son système nerveux. Parce que quand on a une allergie, elle va être accentuée par le système nerveux. Parce que si on a peur que ça dégénère, on va... quasiment obligatoirement la faire dégénérer par son stress. Donc on travaille son système nerveux, on travaille son alimentation et ensuite là on peut utiliser tout un tas de beaux petits remèdes qui vont permettre de rééquilibrer en fonction des symptômes. Mais les asthmatiques le savent bien ça, quand ils voient arriver la crise, voilà. Et même l'activité physique, c'est-à-dire quand on a des allergies ou même quand on a de l'asthme par exemple, on dit souvent, et moi le premier, on n'a pas arrêté de me dire l'activité physique c'est non. Et pourtant il y a des méthodes, et je les explique dans Finir naturellement avec les allergies. Avec des gestes à faire. Il y a des gestes, il y a des techniques de respiration qui permettent d'augmenter l'amplitude respiratoire. Donc l'activité physique est aussi bénéfique. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a quelque chose dont on ne parle pas toujours, c'est le foie. Et pourquoi c'est important finalement de s'intéresser justement à la fonction hépatique pour les allergies, en cas d'allergie ? Alors, il y a plein de leviers différents sur lesquels on travaille en naturopathie quand on a des allergies. L'une d'entre elles, c'est le foie, comme vous le disiez, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des complexes immuns. Donc, sans détailler, vous imaginez une clé et une serrure qui sont rentrées l'une dans l'autre et qui se promènent dans le sang et qui, elles, en fait, vont augmenter ou générer la réaction allergique. Le foie, lui, il est censé enlever la clé et la serrure de manière à faire en sorte de nettoyer un tout petit peu tout ça. Si le foie ne fonctionne pas de manière efficace, il ne va pas... il va pas jouer son rôle de défaire la clé, la serrure ou le scratch entre les deux choses, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de cette quantité de complexes dans le sang, donc de plus en plus de réactions. Donc le travail sur le foie, il est fondamental pour diminuer cette charge sanguine en circulation de manière à pouvoir faire en sorte que le système immunitaire fonctionne normalement et n'ait pas à s'attaquer qu'il ait moins de choses sur lesquelles s'attaquer. C'est le général, le foie. Comment est-ce que le naturopathe travaille sur le foie ? Alors le naturopathe, il travaille déjà le foie, en mangeant des aliments amers. C'est très simple, mais manger des aliments amers au quotidien. Le cresson, l'endive, les radis rouges ou le radis noir, tout ça en fait, l'amertume via les papilles stimule quand même le foie. Alors tout le monde les endives, le fenouil, les asperges. Non, c'est pas amer ça ? Bonne question.
Moi, au goût, non. Fenouil, sa mère. Les endives, sa mère. Moi, en fait, les artichauts, ça, non? Oui, les artichauts, oui. Ouais, le fenouil, pour moi, ça va tellement dans les ballonnements et le côté carminatif qu'effectivement, je le mettrais pas nécessairement directement sur le foie. Parce que ça permet d'éliminer les gaz, le fenouil, ou une meilleure digestion. Mais ça, c'est mon côté, c'est le côté naturel où je regarde un peu les plantes autrement. Mais oui, le goût amer, l'amertume. Ensuite, on va pouvoir utiliser des plantes. Vous en avez cité l'artichaut, on a le chardon-marie, on a la bardane, on a plein de plantes qui vont permettre d'aider au niveau du foie, de le soutenir. Eh bien, quand on commence la saison des allergies, c'est hyper intéressant de commencer à travailler sur son foie, en plus d'utiliser d'autres plantes qui sont directement antihistaminiques. Ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, antihistaminique? Antihistaminique, c'est une plante qui va éviter qu'il y ait trop d'histamine, qui est une molécule qui est relarguée par certains agents du système immunitaire, et c'est ça qui cause le problème allergique. Et donc, en fait, on va essayer de bloquer pour éviter qu'il y ait trop ces petites molécules à l'intérieur du sang. J'ai essayé de vulgariser le plus que j'ai pu. Histamine, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est relargué par certaines cellules du système immunitaire et c'est ça qui nous cause problème. Antihistaminique, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Eh bien, comme les médicaments, les antihistaminiques, ils ont exactement la même fonction que l'ortie, par exemple, qui est une plante merveilleuse pour les allergies. Merveilleuse. Vous avez des allergies, mais commencez par faire des cures d'ortie, en infusion, en gélule, en ce que vous voulez, mais commencez à faire des cures d'ortie. Ah, c'est sûr que si vous roulez dans les orties, vous aurez certainement après pas mal de démangeaisons, tout ce que vous voulez, ça c'est sûr. Là, pour le coup, on aura une réaction. Oui, c'est soigner le mal par le mal. Oui, je sais pas si c'est une bonne idée dans ce cas-là, mais les anciens aimaient bien soigner les douleurs ostéo-articulaires avec les piqûres d'ortie, donc pourquoi pas. Mais dans les allergies, c'est pas une bonne idée. Vous avez une proposition justement en homéopathie qui ressemble à l'histamine, un antihistaminique. Oui, et je l'aime beaucoup, c'est histaminium. Histaminium en homéopathie qu'on peut prendre à la dilution 5 ou 9 CH. On peut prendre 3 granules par jour et ça peut être chez certaines personnes un changement de vie complet. J'ai certaines personnalités qui m'ont contacté justement à cause d'allergies, je leur ai proposé ça. Je vais balancer des noms. Mais histaminium est génial. Poumon histamine aussi. Poumon histamine en homéopathie est en organothérapie. Donc pour le coup, quand on a certaines convictions religieuses et qu'on ne consomme pas de porc, par exemple, on évite poumon histamine parce que ça peut venir soit du cobaye, soit du porc. Donc dans le doute, on s'abstient. Mais pour les personnes qui consommeraient du porc ou du cobaye, peuvent utiliser poumon histamine. Des granules. Ouais. Voilà. Ça, c'est génial. C'est des remèdes homéopathiques qui sont hallucinants. Ouais. Et qui sont, pour le coup, efficaces. Il y a des personnes pour qui, je vous le dis, c'est le jour et la nuit. Et moi, le premier. J'ai juste à prendre 3 granules d'histaminium en 5 CH. Quand ça commence à dégénérer, ça s'arrête tout de suite. Et ça, il faut le prendre avant la saison des allergies ou... Alors il y a 2 usages. Si on pense à l'homéopathie, on peut la prendre sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va prendre une dilution un petit peu plus haute, qu'on peut prendre à 10 granules par semaine, par exemple, pour travailler sur le long terme. Par contre, quand on a le problème, on peut prendre 3 granules en 5 CH, donc une dilution qui est un peu plus basse, et on va la prendre pour régler les symptômes. Il y en a d'autres, il y a plein de remèdes qui aident à travailler sur les symptômes en homéopathie. D'accord. Ça marche sur quel type d'allergie? Est-ce que ça marche sur les allergies respiratoires dont on parlait tout à l'heure ou vaut mieux éviter? Sur toutes les allergies. Ouais. L'histamine participe à toutes les réactions allergiques. Donc que l'on ait des allergies cutanées, respiratoires, digestives ou autres, histaminium peut être vraiment un remède super intéressant. Moi je l'adore. C'est comme l'ortie, mais version homéopathie. D'accord. Enfin, ça fonctionne pas du tout de la même manière, parce que mon coup de cœur, c'est que c'est la même. Et on peut les prendre ensemble ou On peut les prendre ensemble, oui, tout à fait. L'homéopathie, il y a plein de légendes avec l'homéopathie, comme quoi faut éviter avec la menthe, faut éviter avec le café, faut éviter avec tout ça. En fait, on s'en fout. Prenez vos granules, c'est le principal, quoi. Vous prenez pas la tête. Non, parce que ça annulerait l'effet. Certains disent que ça annulerait l'effet. Ouais, c'est pour ça que bon. Moi, quand je suggère plusieurs tubes de granules, on prend toutes les granules en même temps le matin et puis voilà, c'est tout. Allez, on parle des allergies. C'est la saison qui est de plus en plus longue et qui démarre de plus en plus tôt, avec les hivers de plus en plus doux. Avec Loïc Ternisien, naturopathe, et qui publie En finir naturellement avec les allergies saisonnières chez J'ai lu dans sa collection à lui, au prix d'un livre de poche, 6,90 €. Alors c'est vrai qu'il y a différents types d'allergies. On a parlé des allergies respiratoires tout à l'heure, mais il y a aussi les allergies cutanées. Et puis il y a l'œdème de Coinck. Alors ça rentre dans quel type de famille, ça, l'œdème de Coinck? Ça rentre dans le cutané, parce qu'en fait c'est la muqueuse qui va se mettre à gonfler. Donc la muqueuse, on considère que c'est du cutané. Et là c'est pareil, l'œdème de Coinck, on prend pas des granules, on prend pas des plantes, on prend rien. On appelle les urgences.
L'œdème de Coinck, c'est un risque de mortalité. Donc on ne se prend pas pour un surhomme ou une surfemme en essayant de soigner ça avec des granules ou avec tout remède naturel. On sauve la vie de la personne. Alors j'ai appris un mot dans votre livre, le système tégumentaire. Qu'est-ce que c'est? Restez avec nous. Un petit verre d'eau. J'en tousse. Alors, non, pas un verre d'eau, parce qu'avec la vidéo que j'ai vue, que vous avez faite récemment sur l'eau, je ne sais plus quoi boire. De l'eau filtrée, c'est mieux, avec un beau petit filtre. Oui, rappelez-moi la question. C'est quoi le système tégumentaire? Les téguments, c'est la peau, les cheveux et les ongles. Donc en fait, le système tégumentaire inclut les cheveux, la peau et les ongles. D'accord. C'est comme le système cutané finalement. Donc finalement, on peut avoir des allergies, donc au niveau cutané, hein, l'eczéma en fait partie. Alors bon, dans votre méthode, puisque c'est une méthode que vous proposez, hein, donc à la fois il y a votre expérience et tout ce que vous avez appris, il y a un état de connexion à la Terre. Alors oui. En quoi ça consiste? Je savais que vous alliez aller là. Non mais en quoi ça consiste, cette connexion à la Terre? Alors, c'est un peu un truc allumé, ça. Ah mais je suis allumé. J'assume. Non, c'est allumé, mais étudié quand même. Hein. Mais j'assume. Et documenté. Et documenté, tout à fait. En fait, la connexion à la Terre part du principe à la base, on porte pas de chaussures. À la base, l'être humain, il porte pas de chaussures dehors, il marche pieds nus à la Terre. Et en étant connecté à la Terre, donc c'est le principe d'être connecté tout simplement au sol, eh bien, il y a des échanges d'électrons qui se font entre notre corps et entre la Terre. Ces échanges de particules ont une action sur l'organisme, dont et ça a été étudié, une diminution de l'inflammation chronique, un rééquilibrage du système immunitaire, une fluidification du sang chez certaines personnes, on a tout ce qui est douleur, c'est amélioré, enfin bon, voilà, c'est hyper intéressant et c'est tellement simple à mettre en place. Alors oui, chez certaines personnes, ça va être marcher 30 minutes dehors, pieds nus, mais je dirais que là, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des dispositifs et on peut dormir à la terre toute la nuit. Moi, je peux vous dire que ça a littéralement changé ma vie. C'est-à-dire ? Alors, comment dormir à la terre ? L'idée, c'est de dormir sur ce que l'on appelle une natte de mise à la terre. C'est comme un espèce de tissu, d'accord, qui se met en dessous du draps et qui est connecté à la prise terre de notre maison. Parce que la prise terre, la petite tétine qui ressort, eh ben elle est quoi ? Elle est dans la terre. Donc en fait, en étant dans son lit, on est dans la terre. Mais ça, on ne le fait pas si on ne vérifie pas sa prise terre, qu'elle fonctionne. Parce que malheureusement, quand on fait venir des experts en ondes électromagnétiques, et j'en cite quelques-uns dans le livre, en référence, eh bien, on peut avoir des inversions. Et donc ce serait con de dormir sur du 220 volts, ça fait pas du tout le même effet. Donc on fait venir soit quelqu'un pour vérifier, soit on a des tout petits dispositifs qui permettent de vérifier l'état de la prise terre et ensuite, idéalement, de débrancher tout ce qu'il y a dans la pièce, donc dans la chambre, avant de se coucher, pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas de l'électricité qui passe au travers de nous. Moi je peux vous dire que depuis que je suis assis sur un petit coussin à la terre et que je dors à la terre toutes les nuits, ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai même pas eu le nez qui coule. Ni une allergie, ni un rhume, rien. Et je peux vous dire qu'avec le mode de vie que je mène, j'ai beau être naturopathe, je travaille quand même beaucoup, je bouge beaucoup. Ouais, mais vous vivez au bord du lac. Oui, maintenant. L'air est pur, enfin franchement. Maintenant. Ouais. Mais disons que vraiment, pour moi, ça fait partie de ces choses qui ont véritablement créé un changement au niveau de l'hygiène de vie. Non, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile, c'est étudié, c'est analysé. On est sans arrêt connecté à l'électricité sans même le savoir. Et tout ça altère la fonction de notre système immunitaire. Alors comment améliorer la qualité de l'air de son habitat ? Il y a plein de dispositifs. Alors déjà, aérer. Parce qu'on le sait, l'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur. Donc il faut penser d'aérer. Bon, si vous aérez et qu'en face de chez vous, il y a le périph' parisien, peut-être que c'est pas la meilleure idée du monde. Mais quand même, juste renouveler l'air. Ça, c'est la première chose. Donc combien de temps ? Si on veut bien aérer, c'est... Alors aujourd'hui, ça dépend de l'isolation de ces maisons. Mais déjà, si on aère une demi-heure, c'est déjà très bien. Mais il faut savoir que plus on va avoir des maisons modernes, avec les normes modernes, plus il faudra aérer longtemps. Parce que c'est souvent des maisons qui sont confinées pour éviter les échanges thermiques, les échanges de chaleur et les échanges d'air avec l'extérieur par souci d'économie d'énergie, bien sûr. Donc là, il faut aérer plus. Les anciennes maisons, généralement, elles fuient déjà pas mal. Donc 20, 15, 30 minutes, ça suffit. Ensuite, il y a des dispositifs qui permettent comme de faire tomber les particules problématiques dans l'air. On pense aux ioniseurs d'air. Ça va envoyer des ions négatifs dans l'air, donc des petites molécules chargées qui vont se connecter à toute la poussière
et qui vont la faire tomber au sol. C'est pareil, j'ai des consultants qui utilisent ça depuis des années, plus d'allergie, plus de problèmes la nuit avec des problèmes respiratoires. Le seul problème... Donc ça purifie l'air de la maison. Ça purifie l'air de la maison, tout à fait. Ouais. On a aussi des filtres à air qui peuvent être mis, des dispositifs maintenant, il y a plein de grandes marques qui le font, qui permettent d'aspirer l'air. L'air passe au travers de filtres pour bloquer les particules. Donc il y a maintenant plein de dispositifs qui permettent de le faire. Petite astuce que je donne pas dans le livre, mais que je vous partage à vous quand justement je faisais mes cours en ingénierie, on nous expliquait que lorsque l'on achète un meuble nouveau, il faut le monter et le laisser dans le garage pendant 3 semaines pour s'assurer que l'intégralité des composés organiques volatiles s'en aille avant de le mettre dans la maison, en tout cas une grande partie, il n'y aura pas la totalité, mais une grande partie, avant de le mettre dans la maison et surtout de le mettre dans la chambre d'un enfant qui va dormir. Donc quand vous avez de nouveaux... 3 semaines, c'est pas rien. Hein. Ah, c'est pas rien, oui, 3 semaines, dans un lieu qui est vraiment aéré. Les acariens, comment on traque les acariens dans la maison ? Alors comment on les traque ? Il y a plein de méthodes. Déjà, commencer par laver vos draps, les laver à une température assez élevée et assez régulièrement. Toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines. Ouais. Il y a certaines housses aussi au niveau du matelas qui ont des certaines mailles d'une certaine taille qui font que les acariens vont moins passer. C'est aussi valable d'ailleurs pour les punaises de lit, même si c'est un autre sujet. On essaie aussi de faire son ménage. Parce que les acariens ils vont être dans les déchets de notre peau, ils vont finalement manger nos propres déchets, on va les retrouver aussi dans la poussière, donc faire le ménage, mais pas nécessairement avec des produits trop chimiques qui vont irriter les poumons et créer des allergies par la suite. Et on utilise quoi alors pour faire son ménage ? On peut utiliser le citron, on peut utiliser le vinaigre. Vous me regardez comme ça, écoutez, à l'ancienne. Oui, on peut utiliser tout ça. On peut utiliser certains produits chimiques, mais avec des gants, et on ne mélange pas les produits chimiques entre eux, parce que sinon ça fait des réactions, et on peut se retrouver, ça a sûrement déjà arrivé à un bon nombre de personnes, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé de mettre un produit dans les toilettes, tout va bien, je mets l'autre, il y a tout qui mousse. Non, il y a une réaction allergique qui se fait, ça émane des vapeurs. Donc on essaie d'être le plus naturel possible, le savon noir, le savon de Marseille. Oui, ça demande d'utiliser l'huile de coude. Ah oui, là, faut y aller, faut frotter. Ouais, mais ça marche bien l'huile de coude. Comment éviter la prolifération de moisissures ? Déjà, de s'assurer d'avoir un taux d'humidité qui soit raisonnable à l'intérieur de la maison, déjà. Alors, on dit d'avoir des plantes à la maison, mais pour les personnes qui sont allergiques aux moisissures, il faut faire attention aux plantes, parce qu'en fait, elles peuvent augmenter le taux d'humidité dans la pièce et avoir des moisissures dans le pot, finalement. Ça peut aussi provoquer des moisissures au niveau des murs. Donc, bien regarder les moisissures, aérer énormément les salles de bain, les pièces d'eau, s'assurer d'avoir une circulation d'air, vérifier qu'il n'y ait pas de petites marques. Dès qu'on voit des petites marques, on traite, ou on fait venir un expert qui pourra nous aider à vérifier ça. Des petites taches de moisissure. Des petites taches de moisissure, oui, qu'on nettoie tout de suite. Et maintenant, on a la possibilité de faire venir des experts. De mémoire, c'est gratuitement si c'est recommandé par le médecin, si on soupçonne d'avoir une maison un petit peu trop humide ou qu'on a une infestation. Mais ça peut être très dangereux, les moisissures. Et ça aussi, c'est sous-estimé. Et les plantes, bonne ou mauvaise idée alors ? Parce que c'est plutôt bon si on veut justement avoir un intérieur sympa. Les plantes et le végétal, on en manque beaucoup. C'est bon dans 99% des cas. Il faut juste faire attention si on est allergique à la moisissure. Il faut bien faire attention de ne pas avoir des plantes que l'on va imbiber d'eau et qui peuvent développer de la moisissure, c'est tout. Lavez-vous le nez ? Oui. C'est la grande mode de ça. Alors ça, j'ai jamais entendu autant de fois que cette année le lavez-vous le nez. Alors c'est une mode, mais qui date quand même de l'Ayurveda, donc ça a plusieurs milliers d'années. Le principe du lavage de nez, c'est avec un appareil qu'on appelle un neti. C'est un petit arrosoir. C'est un neti. Alors ça, c'est Jalala Neti, je fais faire une erreur en disant le nom en sanskrit, mais c'est un petit arrosoir dans lequel on va mettre de l'eau salée ou du sérum physiologique à une température de 37 degrés, et en fait on va mettre l'arrosoir dans une narine, on penche la tête et comme par magie ça ressort par la deuxième narine. Dit comme ça peut être douloureux, mais je peux vous garantir qu'à la bonne salinité et qu'à la bonne température, c'est super doux, c'est hyper agréable, et par contre vous risquez d'être étonné de ce qui sort par l'autre narine. Non, mais après c'est vrai, mais c'est génial. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, et ça permet évidemment de nettoyer si toutefois il y a des allergènes sur les petits poils à l'intérieur des narines. Alors la base pour les personnes qui sont allergiques, c'est de modifier leur hygiène de vie. D'ailleurs, vous proposez dans votre livre un protocole d'hygiène de vie avec différentes étapes d'ailleurs.
Oui, il y en a plein, mais en fait, finalement, c'est valable un petit peu pour tout. Mais quand on a des allergies, là, on a donné plein d'astuces là qui sont dans le protocole d'hygiène de vie. On a l'alimentation qui fait partie de l'hygiène de vie. On a le système nerveux. Tout ça, en fait, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses en place. Le nerf vague aussi qu'on peut étudier. Oui, le nerf vague, justement lié au système nerveux. Ce nerf vague, on peut le rééquilibrer, on peut l'activer en chantant, en faisant des gargarismes, en faisant le son Om, en méditant, en respirant, en profitant du soleil, s'il vous plaît, le matin. Profitons du soleil le matin, ça rééquilibre les hormones. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on met en place dans son quotidien, mais en calmant le système nerveux, on peut éviter que les allergies dégénèrent. Et il y a ce que vous appelez, Loïc Ternisien, les remèdes d'intérêt général presque. Qu'est-ce que vous appelez les remèdes d'intérêt ? Les remèdes d'intérêt, c'est tous les remèdes qui peuvent nous être utiles, soit dans un travail sur le terrain, donc on pense à l'ortie, qui est excellente en travail de terrain, soit en remède de secours, quand c'est approprié, bien entendu, pas quand c'est une crise d'asthme ou un œdème de Coinck. On pense par exemple à l'ortie, qui est une très bonne plante minéralisante, antihistaminique, rééquilibrante en cas d'allergie, qui va être très intéressante. On peut la prendre 6 mois dans l'année, par exemple, l'ortie, il n'y a aucun problème. Et on peut rajouter, si on commence à avoir le nez qui coule et les allergies qui sont un petit peu plus intenses, là on peut prendre du plantain par exemple, qui est une plante qui, elle, va avoir une action antihistaminique, mais je trouve que son énergie, elle est un petit peu plus directe quand on a des symptômes. Mais avec ça, on va travailler sur le foie aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec certaines plantes au niveau du terrain. Donc, il y a un petit peu 2 types de remèdes dans le livre. Alors, à la fin du livre, vous proposez ce qu'on appelle des fiches remèdes. Comment on les utilise, ces fiches remèdes ? Alors, ça va dépendre de la fiche remède. Mais la fiche, en règle générale, la fiche, c'est en gros, si vous avez lu tout le livre, que vous ne savez pas quoi faire, qu'il y a trop de choses, vous prenez la fiche remède et vous suivez ce qu'il y a dans la fiche remède. Je vous donne un petit peu tout ce qui est à faire au niveau alimentaire, au niveau système nerveux, et en fonction des cas, soit uniquement les remèdes de terrain, soit uniquement les remèdes d'urgence, soit les deux. Ça peut être de l'homéopathie, ça peut être des vitamines, on n'en a pas parlé, mais par exemple le magnésium rééquilibre le système nerveux, qui lui va être très intéressant pour l'immunité, le zinc va rééquilibrer l'immunité. Donc tout ça est dit dans chacune des fiches, c'est très clé en main, c'est très facile à faire pour les personnes qui n'ont pas nécessairement envie de se prendre la tête. Bien, à la fin du livre, donc vous avez les fiches remèdes. Voilà. L'homéopathie, moi j'ai toujours un peu de mal avec l'automédication. Est-ce qu'on peut la prendre comme ça ? L'homéopathie, on peut la prendre comme ça. Dans le sens où au pire ça fait rien, et l'homéopathie, c'est difficile d'avoir des symptômes très graves, sauf si on a certains profils qui réagissent très fort. Si on prend de l'homéopathie, qu'on s'automédicamente avec l'homéopathie, ce qui pour moi ne pose pas trop de soucis, et qu'on voit des symptômes apparaître, on arrête tout simplement le remède, point. Parce que l'homéopathie est une histoire de dilution et de personnalité, disons, de constitution. Et on a des constitutions comme la mienne où un remède peut dégénérer. Et dans ce cas-là, on arrête le remède et puis on change la dilution du remède. Quand ça dégénère, c'est que le remède est bon. Il faut juste changer la dilution. Loïc Ternisien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Loïc. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé naturelle sur Beurre FM.